Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Make It Happen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne malheureusement bien trop d'adultes et d'enfants, le cyberharcèlement. Le cyberharcèlement et plus largement les cyberviolences sont un véritable fléau dans notre société numérique. Il faut savoir qu'un enfant sur trois a déjà été victime de cyberharcèlement ou de harcèlement et un enfant sur deux a déjà été victime de cyberviolence. Le tout avec des conséquences vraiment très néfastes pour les enfants, à savoir de l'isolement, on parle aussi de dépression et parfois même des pensées suicidaires. Face à cette réalité, des personnes s'engagent activement pour éduquer, informer et protéger les jeunes. C'est le cas de Daniel Jasmin qui a créé les centres reliés et que j'accueille aujourd'hui. Bonjour Daniel. Bonjour Emmanuel. Alors déjà, Daniel, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, les chiffres sont alarmants. Enfin, franchement, en préparant l'interview, c'est assez alarmant. Quelle est la réalité du terrain pour toi et tes équipes ? Comme tu le signalais Emmanuel, les chiffres sont vraiment alarmants. Quand on parle de cyber-violence, on élargit au-delà du cyberharcèlement. On va parler aussi des abus, des arnaques, des contenus choquants, inappropriés. Voilà, tous ces sujets que le jeune peut rencontrer en ligne. Alors c'est vrai que sur le terrain, c'est assez paradoxal parce que finalement, quand on regarde sur un collège, par exemple, ils n'ont qu'une vingtaine de signalements dans l'année sur un collège de 400 élèves. Donc, on ne retrouve pas les 36% d'élèves qui ont vécu du cyberharcèlement ou les 50% d'élèves qui ont subi des cyberviolences. Et puis, à la maison, si vous avez 2 ou 3 enfants, il est possible qu'ils ne vous aient pas parlé de sujets qu'ils ont rencontrés. Alors, on se pose la question, mais finalement, est-ce que c'est réel ? Est-ce qu'il y a vraiment ces chiffres ? Ou est-ce que finalement, ça a été gonflé par l'actualité, etc. La réalité, c'est que finalement, les jeunes parlent assez peu. Alors, ils parlent assez peu, en tout cas, aux parents et aux établissements scolaires. En moyenne, en fin de compte, un jeune, 4% d'entre eux vont parler à leurs enseignants d'un problème qu'ils ont rencontré. 4%. Voilà. Ouais, c'est peu. Et au niveau des parents, c'est à peu près 50%. Donc, le reste du temps, en fin de compte, ils n'en parlent pas. Alors, ça ne veut pas dire que, là, on évoquait tout à l'heure, c'est vrai qu'on parle du suicide ou de choses graves qu'on voit dans la presse, hein, souvent, il y a beaucoup de commentaires là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se suicider Non. le lendemain. Par contre, effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une cyberviolence, ça laisse des traces. Pareil pour le cyberharcèlement, quand il dure, et le harcèlement aussi. Et on compte à peu près 40% de jeunes qui développent des conséquences post-traumatiques, c'est-à-dire qu'après, on peut avoir des phobies sociales, scolaires. On peut aussi faire de l'anorexie ou avoir d'autres problèmes qui vont se révéler sur le coup ou plus tard. Voilà. Donc ça, c'est un peu l'état de ce qu'on des lieux. voit. Voilà, l'état des lieux. Justement, pour bien comprendre, avant de parler des missions des centres reliés, qui sont très importantes, je pense que c'est important de comprendre les mécanismes qui se mettent en marche chez l'enfant quand il est cyberharcelé ou harcelé. Oui. Est-ce que tu peux nous Oui, expliquer ? je vais vous expliquer d'une façon même plus générale. On va parler du harcèlement et des relations qui se passent dans un groupe. Hein, c'est les mêmes relations qu'on voit dans le monde professionnel, dans le couple. Hein, c'est les mêmes sujets. On a à la base, et ça c'était vraiment un des prérequis qu'on avait observé dans les centres reliés, on a à la base un jeune qui est plus empathique, qui a envie d'aller vers l'autre. Donc ça, c'est le point d'entrée. Il a envie de découvrir, aller vers l'autre, d'aider. Et en fin de compte, ce qu'on sent chez lui, c'est qu'on se dit, mais avec lui, il n'y a rien à craindre. Parce qu'il ne va pas riposter, il est gentil en gros. Vous savez, souvent dans les écoles, on les appelle les cibles. Les cibles, c'est les gentils. Voilà, les cibles ou les victimes, c'est ceux qui vont, quelque part, qui sont trop gentils. Oui, on dit des fois trop bonne, trop conne, etc. Enfin, il y a plein d'expressions. Voilà, je l'ai passé parce que sinon, un truc. Et ce qui se passe, c'est que ce jeune donc arrive avec son empathie et il comprend pas. Parce que finalement, lui, il applique ce qu'on lui a expliqué à l'école. Hein. On lui a expliqué qu'il fallait s'entraider, on lui a expliqué la démocratie, etc. Ses parents lui ont aussi dit tu dois aider les autres. Voilà, partout, on lui explique ça. Et puis quand il le met en application, finalement, il se retrouve avec une personne, un groupe qui va le rejeter. Et il se dit il y a quelque chose que j'ai mal fait. Ouais. Et donc, à la base, c'est une des raisons pour lesquelles il ne parle pas, il va se dire, finalement, c'est moi qui dois avoir quelque chose qui ne fonctionne pas normalement. Puisque, quelque part, mon envie, ma curiosité, elle n'est pas naturelle. Et ce que je suis est pas naturel. Et c'est là-dessus, le jeune, il va avoir, effectivement, on pourrait se dire, mais pourquoi il ne vient pas tout de suite en parler aux parents C'est un truc, le sujet, c'est que le jeune, comme il est empathique,
il se dit, je vais pas amener un problème supplémentaire à mes parents, parce que lui, il sent que s'il commence à en parler à ses parents, ils vont peut-être s'en mêler, ça va les affliger, etc. Donc il va garder ça sur lui en se disant, non, non, c'est à moi de me corriger parce que c'est moi qui dysfonctionne, puis le groupe m'a fait comprendre que je dysfonctionnais. Et donc ça, en fin de compte, c'est le début de l'histoire de ce jeune, et ça fait qu'on va avoir une grande partie de ces jeunes qui sont convaincus que finalement c'est eux le problème, et ils vont attendre dans le temps. Donc souvent, vous voyez, quand on parle de situation de harcèlement, c'est des choses qui sont larvées depuis des années, hein, qui commencent à la maternelle, en primaire, et qui souvent explosent au collège. C'est pour ça qu'on parle souvent de cette période-là, hein, pour le harcèlement, mais c'est souvent le moment où le jeune s'effondre. Parce qu'en fait, ça fait des années voilà. que ça existe et qui tient. Exactement, qui tient, qui résiste, qui parle pas, qui porte un masque à la maison, qui porte un masque à l'école, et qui joue après derrière. C'est un peu comme un jeu de survie, hein. Il se dit, finalement, il faut que je trouve un jeu d'alliance pour arriver à m'en sortir. Et donc, il est dans un environnement où souvent ça peut le perturber pour ses cours, parce qu'il est toujours en vigilance. Quand il est en ligne, il est en hyper-vigilance, il ne sait pas ce qui va être dit à n'importe quel moment, donc c'est-à-dire que c'est une tension qui ne s'arrête jamais. Et effectivement, ça peut le fatiguer. Donc ça, c'est des signes, hein, qu'on peut détecter. Justement, il y a des signes pour les parents, justement, pour essayer de... Ce qui est paradoxal, on a l'impression, par exemple, un jeune qui est victime, il va s'isoler, il va pleurer, il va être enfermé sur lui. Des fois, c'est l'inverse. Parce que comme il va jouer un rôle, il va des fois être complètement euphorique et jouer un rôle exagéré, etc. C'est vrai que par contre, comme jouer un rôle, ça fatigue, si on sent des fatigues, ça, c'est un premier point à investiguer. C'est vrai que c'est pas tout le temps facile à discerner parce qu'on pense qu'il a une maladie, il a attrapé quelque chose, ça. Ça, c'est des points qui doivent alerter le jeune. Il faut prendre le temps de le questionner, hein, pour comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui le chagrine, etc. Par rapport à ça. Après, effectivement, on va avoir des jeunes qui peuvent s'écarter, ou même dans les relations avec le harceleur, se retrouver avec avoir été mis de côté par le harceleur comme un objet qu'on manipule, et donc on a l'impression qu'ils sont super copains, mais en fin de compte ils ne sont pas super copains. Il y en a un qui va utiliser. Donc le plus important pour les parents, pour le détecter, c'est le dialogue, hein. Ça, c'est qu'il faut vraiment parler avec le jeune. Le jeune, comme il est empathique, il faut qu'il comprenne que vous interviendrez pas, en fin de compte, sans son accord. Parce que s'il se dit, si je parle à mes parents, ils vont venir, ils vont arriver dans l'établissement, ils vont commencer à faire un scandale, etc. Il va se dire, non, je vais pas parler. J'ai trop peur de parler, etc. Il faut vraiment pouvoir promettre à son enfant que on fera pas s'il n'est pas d'accord. On fera pas s'il n'est pas d'accord. Et qu'à un moment donné, lui expliquer qu'effectivement, il a des droits comme n'importe quel autre enfant. Il n'y a personne qui a le droit de lui dire qu'il n'a pas de raison d'être comme il est, de faire ce qu'il est, etc. Et puis après, effectivement, de travailler avec lui. Aussi, le fait de trouver des alliances. Des alliances, ça peut être dans la famille, des oncles, des cousins. Il y a plein de gens, en fin de compte, autour de lui qui peuvent aussi l'aider, parler avec lui. Il n'y a pas que les parents. Il n'y a pas que les parents. Alors, c'est vrai que les parents sont souvent très seuls, hein. On se retrouve en face d'une situation. Souvent, moi, j'appelle ça un peu tomber de l'armoire. C'est-à-dire qu'on découvre des années après qu'une situation était là sous nos yeux, hein. Puis quand vous êtes parent, vous dites, mince, mais qu'est-ce que j'ai raté le truc. C'était en face de moi, c'était énorme. Et j'ai pas vu le truc arriver. Et après, vous recomprenez tout ce qui se passait parce que l'enfant développe un mécanisme de protection super sophistiqué, hein. Et ils sont forts, les enfants. Ils sont très très forts. C'est assez incroyable. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vrai que c'est pour ça qu'on a créé les centres reliés, hein. C'est un sujet. C'est pas seulement les pauvres victimes, etc. C'est des enfants qui, à la base, ont envie de faire société, hein, ont envie de créer une société bienveillante. C'est pas des enfants qui sont isolés à la base. Voilà. C'était pas leur objectif. C'est surtout qu'ils ont envie de faire société, ils ont envie d'un monde où les gens s'aident, etc. C'est un truc. Et pour nous, c'est pour ça que le collectif là, qui s'est réuni, hein, on est une cinquantaine à travailler sur le projet, d'experts, des psychologues, des experts en éducation, etc. Notre sujet, c'était de dire, on ne peut pas créer une société où la part, je dirais, la plus généreuse de notre société, la plus bienveillante, on finit par la rendre muette. Oui. Ça, c'est pas possible. Alors, c'est pas tout le temps le cas, hein. Je tiens à rassurer les parents qui nous regardent, etc. Il y a des enfants qui vont faire... empathiques, mais voilà, qui sont pas...
alors déjà, alors souvent quand les enfants sont très empathiques, moi, je suis désolé Emmanuel, mais c'est vrai que souvent en fin de compte, l'enfant, c'est comme s'il avançait flanc ouvert. Alors, Ouais. il a plus de chances, je dirais, de subir les choses, et il a plus de chances de comprendre aussi la souffrance qu'a le harceleur qui l'attaque. Hein. C'est D'où ça. et c'est pour ça qu'il ne dit pas. Il dit pas aussi il protège tout le monde. Il protège le harceleur, il protège les parents, les enseignants, il protège tout le monde. C'est vraiment un monde inversé. Hein, ce mécanisme. Et donc, pour en venir, ce jeune, en fin de compte, il va arriver avec son empathie, et il est possible que ce jeune en fasse une force. Donc, vous voyez, par exemple, vous avez Gabriel Attal, Premier ministre. Bon, il a un parcours de harcèlement jusqu'à aujourd'hui, hein, qui se Ouais. poursuit. Vous avez Zidane, tous les artistes, Mika. En fin de compte, la moitié des gens qui ont eu besoin d'exprimer des choses ou besoin de faire collectif, c'est des gens qui, à un moment donné, avaient cette empathie en eux, et donc ont été la proie, pour la plupart d'entre eux, à des choses. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas réussir à faire des choses dans la Au société. contraire, ils vont peut-être potentiellement transformer ça en. Enfin, ça devient Bah, une force. une force, ça peut être aussi une colère, ça peut être aussi. Alors souvent, les gens disent, voilà, le harcelé devient un harceleur, etc. C'est des mécanismes qui sont compliqués, mais un jeune qui sent que personne l'entend dans sa souffrance, bah, bien sûr qu'il peut péter un plomb à un moment donné, s'énerver, attaquer au compas son voisin, etc. Parce qu'il sent qu'il y a nulle part. Il y a rien. Et donc, il ne faut pas qu'on se fasse des. C'est vrai qu'on est dans une société où on fait des cases. On se dit, bah, il est méchant, il est gentil. Ouais, mais C'est pas pas du un tout. méchant, un gentil. Non. C'est de toute façon des enfants qui naissent tous gentils. Hein. Il n'y a pas eu de gêne, de méchanceté. Il y a eu des études qui ont été faites dans ce sens-là pour voir s'il y avait le gène du mal. Ça n'existe pas. Donc, les jeunes sont gentils. Et c'est vrai qu'un des points qui est important, c'est que le sujet du harcèlement, c'est un sujet d'adulte. C'est-à-dire que le sujet, c'est finalement quel cadre on donne autour de ces jeunes pour à la fois éviter et puis intervenir dès qu'une situation arrive. Vous voyez, c'est pas tant le problème que le jeune soit exposé, c'est qu'est-ce qui se passe après. Qu'est-ce qu'on fait en tant qu'adulte. En fait, on pourra enfin, on peut éduquer, mais à un moment donné, ça fait partie de la dynamique. Enfin, il y aura toujours des dynamiques qu'on peut pas gérer entre les enfants. Donc, c'est plus comment on réagit et comment on arrive derrière pour être sûr que ça dégénère pas et qu'après, on se retrouve pas avec. Alors après, voilà, vous touchez, Emmanuel, tu touches du doigt un sujet qui est quasiment philosophique sur notre société. Est-ce qu'on considère, ce qui a été le cas pendant très longtemps, que le fait de se prendre des coups, c'est formateur, type la guerre des boutons, j'arrive et c'est ton parcours initiatique. C'est-à-dire que tu deviens un homme, tu t'endurcis. Je reprends toutes les expressions. On se dit, faut qu'il arrive à s'en sortir tout seul, c'est un homme, etc. Un peu sur le schéma, je l'ai couvé pendant 9 mois et puis maintenant il doit voler de ses propres ailes. Et donc c'est vrai bien sûr qu'on a envie que l'enfant se développe seul. Et dans le monde numérique, c'est pareil. On a envie qu'il apprenne à se défendre seul parce qu'on se dit, je pourrais pas tout le temps être derrière lui à un moment donné. Et donc le problème, c'est que bon, ça a été aussi prouvé. Il n'y a aucune vertu à se prendre des coups. On apprend. Bien sûr que les gens, après, vont retourner, peut-être en faire une force, mais ce n'est pas un mode. Enfin, en tout cas, voilà, je n'ai pas vu de pédagogues qui sont arrivés qui m'ont expliqué ça. Donc, mais vous voyez, vous avez ce problème de dire je dois le laisser s'en sortir seul et découvrir de lui-même. Jusqu'où Et à un moment donné, le fait que quand vous avez un enfant empathique, de toute façon, il ne parlera pas. Et vous allez être obligé de le questionner, de l'aider, de l'accompagner. Donc, c'est vraiment c'est très compliqué pour les parents quand même, parce qu'on est, on est toujours un peu à la limite. Bon, déjà, il faut savoir, c'est déjà compliqué de se rendre compte. Et en plus, derrière, c'est voilà, quand est-ce que je dois intervenir et quand est-ce que je dois le laisser faire ses armes. Voilà. Le point, en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, c'est que les parents, c'est vraiment le socle de l'enfant. C'est l'enfant, il faut que les parents, à aucun moment, ils mettent en doute la parole de l'enfant. Alors le point qui est important, ce qu'on observe depuis des années, c'est que les gens, on adore les diagnostics. Dire, est-ce que tu as été harcelé, est-ce que tu es phobique, est-ce que tu as développé, est-ce que tu es schizophrène, est-ce que tu as des TOC, est-ce que tu as des TOC, Le jeune qui a été victime, il a envie qu'on diagnostique. Parce qu'au moins, il se dit, ça y est, j'ai compris, le problème vient de là, j'ai quelque chose dans mon cerveau, j'ai quelque chose qui est catalogué, etc. On a trouvé la cause de mon mal-être. On a trouvé la cause. Mais donc lui, il va être demandeur de ce diagnostic. Mais le point, c'est que, en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, c'est que on n'a pas besoin de diagnostiquer le harcèlement. On n'a pas besoin de savoir. Le jeune exprime une souffrance
Et cette souffrance, elle est toujours vraie. Des fois, vous dites, tiens, ça paraît rien du tout. On lui a envoyé 2 points d'exclamation dans un message. C'est rien, tu dois passer le truc. Mais non, 2 points d'exclamation qui sont arrivés à un moment donné, ça peut effondrer son univers. Et c'est pas le problème de dire c'est pas grave, t'inquiète, tu peux passer, etc. S'il l'exprime, c'est que c'est grave. Et donc, vous, en tant que parent, le point le plus important, c'est que tout ce que dit votre enfant sur sa souffrance, c'est une souffrance qui a le droit d'exister, qu'il a le droit d'exprimer, et qu'on ne doit jamais rabaisser en disant c'est pas si important, parce que si il vous fait l'honneur de l'exprimer, c'est important. Si vous l'écoutez pas, si vous balayez ça d'un revers en disant attends, j'ai pas le temps, ton truc là, des points d'exclamation, ça m'intéresse pas, ou autre chose, etc., mais il vous reparlera pas la prochaine fois. Oui. Et donc le problème, c'est que d'une, il faut être tout le temps à l'écoute de ça. Ça ne veut pas dire forcément amplifier en disant 2 points d'exclamation, je vais faire un référendum. Voilà. Mais par contre, j'ai écouté ton point, on va réfléchir ensemble. Je suis humble, hein, je suis parent, je n'ai pas toutes les réponses. Hein, vous voyez, on travaille avec tous les experts numériques, on n'a pas toutes les réponses sur tout ce qui se passe. Mais par contre, l'idée, c'est qu'on va essayer de comprendre ensemble, de poser le sujet, de réfléchir un peu à des stratégies, de t'aider. Et je ne vais pas venir intervenir à ton insu, hein, parce que tu as besoin de garder aussi cette autonomie pour faire. Sauf si tu es en danger. Oui. Si tu es en danger, c'est normal mon rôle que de parent. Alors, le point dans la résolution aussi, c'est de ne pas faire peser à l'enfant les choses. C'est pas à lui de se débrouiller de tout. C'est-à-dire qu'on ne va pas lui dire tiens, fais ça, fais ça, fais ça, tu devrais faire ça, etc. C'est un enfant. Qui soit ado, qu'il ait 20 ans, etc., c'est un enfant. Et donc, il vient vous exprimer un truc, vous analysez, vous l'aidez dans son diagnostic, et à un moment donné, il faut intervenir, il faut faire des choses, il faut mettre des choses en place, etc. Il ne peut pas porter tout. Il ne peut pas appeler, etc. Donc, il a besoin de support, et lui, il a besoin d'être sûr que ses parents sont toujours là. Oui. Et c'est vrai que des fois, vous voyez, je vous donne des scénarios, hein, il y a un enfant qui vient dire à ses parents, tiens, il s'est passé ça à l'école, je me sens pas bien. On vient expliquer les trucs à l'école. À l'école, on dit, bah non, c'est pas du harcèlement, c'est une chamaillerie entre jeunes, etc. Donc on retourne et on dit aux jeunes, écoute, ce qui t'arrive, c'est une chamaillerie. Mais le jeune, lui, il souffre de quelque chose, donc il a besoin que ses parents lui disent, attends, non, c'est important ce que tu souffres, enfin, ce qui se passe, etc. Que ce soit du harcèlement, pas du harcèlement, etc. C'est une souffrance. Voilà. Et elle est reconnue. Et elle est reconnue, elle doit être entendue. Et s'il l'exprime, il faut qu'il sente que ses parents sont avec lui, parce que après, vous voyez, quand il sera plus grand, imaginons qu'il se retrouve dans un couple toxique, il se dira, je ne vais pas parler à mes parents, parce que de toute façon, mes parents, quand je leur ai parlé d'une situation, ils ne sont pas venus, ils ne seront pas là non plus. Ils sont pas de mon côté, et donc, il se dit qu'il ne sera pas aidé, et donc il va se soumettre dans des situations où il n'a pas à se soumettre, etc. Et donc, ce qu'on voit quand même, c'est que c'est pas simple pour les parents. Enfin, c'est ni simple pour les enfants de gérer, parce qu'ils se sentent quand même assez seuls. C'est pas simple pour les parents parce que déjà, il faut voir, et en plus, après, il faut savoir réagir. Et j'imagine qu'il y a autant de cas que de réactions. Enfin, là, on théorise, mais Bien dans sûr. la vraie vie, ça reste très complexe. Et donc, c'est pour ça que vous avez, que toi et ton équipe, vous avez créé les centres reliés. Justement pour répondre à ces besoins. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la mission des centres reliés. Nous, c'est assez simple. Hein. L'objectif des centres reliés, c'est d'accompagner les jeunes qui ont été ciblés par les intimidations, discriminations, harcèlement, et les familles de ces jeunes. Donc, le problème, c'est que comme on est en face de quelque chose de massif, il fallait qu'on soit malin dans la prise en charge. Donc, dans les centres reliés, il n'y a que des psychologues. Hein. Je ne suis pas psychologue, mais en tout cas, tous les autres sont psychologues. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas les moyens. Si jamais il y a 36% de jeunes qui débarquent demain sur un truc, on n'a pas les moyens de les prendre en charge individuellement sur un jeune. Et en plus, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que ce jeune, il a besoin non pas du regard d'adulte, mais du regard d'autres jeunes qui valident qu'il a bien sa place dans la société. Et donc, ce qu'on a créé, on a fait moi, j'aime bien, quand il y a un système un peu complexe, faire des solutions très, très simples. Donc, on a créé, en fin de compte, des petits groupes en ligne. Donc, c'est ce à quoi il est habitué, ce vers quoi il est habitué, ce dans quoi il est habitué d'aller. Et dans ces groupes en ligne, les jeunes sont anonymes. C'est-à-dire qu'ils ne mettent pas de caméra, ils mettent un pseudo. La plupart du temps, ils font du chat, parce qu'ils aiment bien parler en chat. Ils peuvent parler en audio,
mais ils aiment bien prendre le temps de poser leur sujet et puis de prendre le temps de la réaction et de ne pas être dans l'émotion. Donc, comme il n'y a pas de caméras qui sont anonymes et qui peuvent parler en chat ou en audio, on a tout type de jeunes qui se connectent. Porteurs de handicap, jeunes qui ont eu des discriminations raciales ou autres. En fin de compte, tous les jeunes sont au même niveau. Ils sont mélangés dans les territoires. Et ces jeunes, ils vont avoir finalement un espace qui dure 1 heure, qui est encadré par les psychologues. C'est 1 heure par semaine. Enfin, on en a 2 dans la semaine, donc il y a les jeunes qui viennent à tous les espaces. Mais c'est un espace de répit où ils peuvent être sans masque. C'est-à-dire, j'enlève le masque que je porte toute la semaine, et là, je peux parler directement des sujets. De quoi on parle dans les groupes? Alors, on parle de plein de choses très simples. On parle de métier. Qu'est-ce que je ferais? Tiens, ça m'intéresse ce sujet. Donc, il y a des intervenants. Vous pourriez venir, Emmanuel, parler des podcasts pour expliquer ce métier-là. On parle des fois de passion, de musique, de plein de choses différentes. L'objectif qu'on a, c'est, au travers de cet échange avec le jeune, déjà qu'il se rende compte qu'il peut échanger avec d'autres jeunes, et quand le cadre est là, est bienveillant, finalement, ça fonctionne. Il peut être ce qu'il est, il n'a pas besoin de porter de masque, etc. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'on va amener dans l'échange des éléments cliniques, en psychologie clinique, pour réorienter le jeune, quelque part ni vu ni connu, vers son projet à lui. Parce que le problème, c'est qu'il est focalisé sur ce qui lui arrive, et ça l'obsède, il pense la nuit, le truc, etc. Et il a besoin de repartir vers ce à quoi il tient le plus. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un jeune qui a été comme ça victime de cyberharcèlement, de harcèlement, tout ça, il va avoir tendance à mettre de côté ce à quoi il tient. Donc souvent, les parents, ils disent « Oh, il a arrêté la musique, il a arrêté ça, il ne veut plus faire les choses, etc. » Mais souvent, en fin de compte, il met de côté parce qu'il n'a pas envie d'entacher ce à quoi il tient le plus de la situation qu'il vit. Et donc là, ce qu'on essaye de faire dans ces groupes, c'est d'aider le jeune à renouer ce truc et se dire, il y a d'autres personnes comme moi qui existent. Parce que pourquoi il ne les voit pas, ces autres personnes? Elles existent dans son école. Hein. Mais sauf que comme elles ont tous des masques, elles ont tous peur, ils vont pas intervenir dans l'école. Ils vont pas. Vous voyez, il y a trop d'enjeux, il y a trop de. C'est emmêlé. Hein. Si j'interviens, il y a lui, mais lui, etc. Et donc, le jeune se dit, mais il y a personne finalement comme moi. Et quand il trouve qu'il y a personne, c'est là où il peut se mettre en danger. Et donc, nous, dans ces groupes, ça permet de l'encadrer tout de suite. Ça nous permet d'accueillir beaucoup de jeunes sur un truc avec peu de monde. Voilà. Et donc, on a les mêmes groupes pour les parents. Donc, c'est des groupes où les parents peuvent parler aussi de situations qu'ils ont vécues, poser des questions, etc. Parce que les parents, ils se retrouvent aussi isolés. C'est aussi des groupes pour les équipes éducatives, où elles peuvent parler, se renseigner, comprendre, en fin de compte, comment fonctionne un jeune. Parce que on va avoir des réactions. Souvent, vous savez, les enseignants, les équipes éducatives, découvrent des situations, ils disent mais je comprends pas parce que ce jeune nous a jamais parlé, il était comme ça, etc. Mais il comprend pas la stratégie qu'il peut avoir dessus. Et donc on va leur expliquer ces éléments-là dans les groupes en ligne. Donc c'est ça l'activité de Centre Relié. C'est ça pour des jeunes donc, qui vont de 3 ans à 26 ans. Et voilà. Alors, on va dire que la partie en ligne, c'est plus pour les jeunes et les parents, parce qu'il faut savoir écrire. Mais les centres relais interviennent aussi beaucoup plus tôt. Oui. On dit qu'il faut éduquer tôt. Parce que 3 ans, on se dit 3 ans, il y a du harcèlement à 3 ans. En fin de compte, dès qu'on rentre dans le... Dès qu'on sort de la maison, de l'univers, alors il peut y avoir aussi du harcèlement dans la maison, des violences dans la maison, mais dès que le jeune va rentrer dans un environnement collectif, ces questions vont se poser tout petit. C'est vrai que le problème des tout petits, c'est que les enquêtes, comme ils sont trop petits, on ne peut pas les sonder, les jeunes. Donc on commence en primaire, mais bien sûr que ça commence dès la maternelle. C'est question de relations, d'estime de soi, de choses qui vont se mettre en place et qui vont faire que le jeune va se dire, mais attends, là on est en train de m'expliquer ce que je suis, les valeurs que m'ont enseigné mes parents, les origines de mes parents, ceux dont j'étais très fier quand je suis arrivé, n'ont pas de place ici. Oui. Et ça, en fin de compte, c'est le début de ces relations. Alors, depuis quelques années, c'est vrai qu'on a le problème de la détection. Comme je vous disais, dans un collège, ils ont peu de signalements. Donc nous, on est partenaire avec beaucoup d'établissements scolaires, avec beaucoup d'associations, avec beaucoup d'acteurs. Et finalement, comme ils voient très peu de situations, des associations de parents d'élèves aussi, ils voient très peu de situations passer. Il n'y a que les quelques situations qu'ils veulent nous envoyer qui arrivent chez nous. C'est un truc.
Et donc, on a essayé de travailler effectivement pour essayer d'identifier massivement ces jeunes. Donc, on a identifié finalement 4 moments clés dans le parcours de l'enfant, et on a développé des outils pour pouvoir permettre aux jeunes d'exprimer, en fin de compte, ce qui dysfonctionne dans ces moments clés. Donc le premier moment, on en parlait tout à l'heure sur les tout C'est la petits, maternelle. c'est l'entrée à la maternelle, l'entrée dans le collectif. Donc là, c'est tout récent, hein, on vient de développer un outil, c'est un jeu, en fin de compte, qui s'appelle Monster Moods. Je vais vous montrer Bah ouais, à on la veut caméra. voir. C'est un jeu avec des petits personnages, il y en a une quinzaine de petits personnages. Alors, je vais les montrer à la caméra. Voilà. C'est tout petits Super. personnages comme ça. Peut-être je les montrer sur cette feuille, ce sera peut-être plus facile. Donc, c'est des petits personnages qui sont comme ça, qui expriment des émotions différentes. Donc, il y a des filles, des garçons, des gens gentils, monstres. des méchants, etc. Donc, ça, c'est des petits monstres comme ça qui expriment des gens différents, qui sont faits sous forme de petits badges. Et derrière, on a des planches qui représentent les endroits où le jeune va aller. Donc là, c'est l'école. Ouais. C'est pas finalisé, on est en train de finir tous les dessins. Donc on a l'école. En avant-première. Voilà, Vous avez en ça en avant-première. avant-première. Exactement. Voilà. On a l'école, on a le parc, on Ouais. a la maison et on a le monde numérique. Ok. Et l'idée, c'est que le jeune va pouvoir, au sein de son école ou à la maison, utiliser ces planches pour rejouer ce qui s'est déroulé dans la maison. Donc on a mis dans ces planches les endroits comme les toilettes, les escaliers, les endroits où les sujets de harcèlement se déroulent. Donc on les a représentés. Et l'idée, c'est que le jeune, quand il rentre à la maison, il peut faire son jeu. Il n'y a pas besoin de consignes, hein, parce que les enfants sont habitués à refaire ça, en fin de compte. Il va jouer. Et l'objectif, c'est que les enseignants à l'école ou les parents puissent être derrière le jeune, lui expliquer finalement l'émotion qu'il a vécue, qu'est-ce qu'il n'a pas compris d'une émotion qu'il a vue en tant que témoin, etc., sur ces sujets. Et donc ça va être un premier élément pour accompagner le dialogue. Et bien sûr, les parents qui le souhaitent pourront aussi venir questionner nos psys s'il y a des sujets qu'ils veulent aborder et ils ne savent pas comment les aborder. Donc ça c'est le premier point sur l'entrée maternelle. Donc ça va être lancé dans quelques semaines, et puis on veut l'offrir aux établissements scolaires. On fera une campagne participative pour les parents, les enfants. Alors après, quand on va arriver, le deuxième moment, c'est l'arrivée du téléphone portable en fin de primaire. Ok. Fin de primaire, l'arrivée du thé. Okay, c'est tôt. Souvent, c'est le début de sixième. Vous voyez, les parents qui se disent il va rentrer au collège, machin, etc. Et puis, il commence à y avoir ce portable qui arrive. Les moyennes, c'est 9-11 ans qui commencent à être équipés. Le portable, c'est une arrivée dans un monde numérique avec un univers où, à passer le petit briefing de début des parents ou du grand frère ou de la grande sœur, etc., l'enfant, il est un peu lâché dans un univers. On a 60% des enfants de primaire qui ont déjà des comptes sur les réseaux sociaux, même si l'âge légal, je rappelle, pour les auditeurs et les parents qui suivent, on a une majorité numérique qui a 15 ans. Ok, donc normalement, avant 15 ans, ils n'ont pas le droit d'avoir un compte sur les réseaux sociaux. À partir de 13 ans, il y a certains réseaux sociaux, donc il y a des âges en fonction des réseaux sociaux qui sont régulés, mais avant 15 ans, le jeune n'a pas le droit de signer un contrat quand il s'inscrit dans un réseau seul. Donc de 13 à 15 ans, les parents peuvent le faire en leur nom, mais normalement, c'est à 15 ans qu'il peut signer seul. Avant, juridiquement, il n'est pas reconnu pour avoir le droit de signer ces contrats. Donc, ce qui se passe, c'est que ces jeunes sont sur des réseaux qui sont un outil, il ne faut pas le voir noir, c'est un outil fantastique d'échange, de partage, de découverte, etc. C'est un terrain de jeu. Souvent, c'est vrai que les parents sont rassurés parce qu'ils se disent au moins, il n'est pas dehors, il est dans sa chambre. Mais c'est vrai que c'est un univers où ils vont se retrouver à parler à n'importe qui, avec des gens qui ne sont peut-être pas ceux qui prétendent, avec des contenus qu'ils vont voir qu'ils n'ont pas à voir, etc., etc. Et donc, pour résoudre ce problème-là, on a créé une plateforme qui s'appelle l'École des réseaux sociaux, qu'on a déployée depuis 5 ans. C'est à peu près 5 millions de conseils qui ont été diffusés, donc c'est dans 5 langues comme ça, à travers le monde. Et on a créé pour les parents et les enseignants, alors je vous montre le jeu physique, mais c'est un jeu tout est présent gratuitement en ligne. C'est un jeu où il y a 59 cartes comme ça. C'est des cartes débat pour parler aux jeunes, et puis il y a les éléments pour aborder le débat. Et puis sur Internet, sur le site, il y a toutes les explications pour aborder ces sujets. Site, c'est quoi? Le site, c'est l'école des réseaux sociaux.org, schoolofsocialnetworks.org, mais je vous mettrai le lien, comme ça vous l'aurez. Et l'idée, c'est que, vous voyez, les questions qu'on aborde, par exemple, est-ce que je peux mentir sur mon âge? C'est pas une question technologique, c'est une question de société.
C'est vrai quand même, un enfant qui a 7 ans, qui dit qu'il a 13 ans, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je me retrouve à parler avec des gens de 13 ans? Est-ce que j'ai le droit? Et puis, quand je vais avoir 13 ans, je vais avoir 19 ans. Enfin, vous voyez, c'est, Puis je suis confrontée à des sujets qui sont pas de mon voilà. âge. Et donc, la question de mentir sur son âge, c'est quasiment la première chose. Souvent, c'est les parents, pour ouvrir le compte au début, qui mentent sur l'âge de l'enfant. Vous voyez, Ah oui. en termes, le gros les premiers comptes sont ouverts pour de la facilité. Des fois, c'est parce que vous avez envie que votre enfant il soit sur WhatsApp pour parler avec ses grands-parents ou avec je ne sais quoi. Et donc, on lui crée son compte. Et quand on crée son compte, on signe en disant il a plus de 13 ans, donc on demande l'âge, enfin la date de naissance. Et la date de naissance, on est obligé de mentir sur l'âge. Et donc, c'est vrai que en termes d'éducation à la citoyenneté, vous voyez, un parent qui vient dire à son enfant, bah, non, Tu peux t'inquiète, mentir. c'est pas si important, etc. Bah, ça fait on lui fait rentrer dans un monde numérique qui, dès l'entrée, a des règles floues. Alors que l'enfant, il a besoin d'un cadre, il a besoin qu'on lui dise non, ça c'est possible, ça c'est pas possible. Donc ça, il y a ce sujet. Donc ça on a ce jeu de cartes qui a été créé, et là, on est en train de développer un programme avec une autre association qui s'appelle Génération Numérique, hein, qui existe depuis 20 ans, qui fait de la prévention en milieu scolaire auprès des parents, auprès des élèves et des enseignants. On a créé un programme qui s'appelle Stop Cyberviolence. Et dans ce programme, il y a une partie du programme qui consiste à développer un agent conversationnel. Donc un agent, vous voyez, comme le chatbot qu'on peut avoir Ouais. à un moment donné, euh, pour les enfants, pour les accompagner dans les dialogues en ligne. Parce que le problème, c'est que finalement, un jeune va vivre une violence, mais il s'en rendra pas compte. Parce que, vous voyez, sur Internet, il y a tellement de violences qui sont tous les jours qu'il se dit finalement c'est normal. Et ce qui fait qu'on banalise les violences sexistes ou les contenus pornographiques, etc. Donc il y a besoin à un moment donné d'être dans le flux de dialogue du jeune. Euh, donc, ce que va faire ce Messenger, cette application, qui sera prête normalement à la fin de l'année, on est en train de la développer. Ok. On va essayer avec des opérateurs de l'intégrer dès l'achat du téléphone portable, qu'elle soit Ok. intégrée quand quelqu'un prend un téléphone pour le premier abonnement téléphonique pour un enfant, que ce soit intégré dans cet abonnement téléphonique. Et donc, cet agent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à l'enfant, je peux t'aider à formuler une réponse à un message que tu as reçu, ou un message que tu souhaites envoyer, ou un message que tu as vu et qui te questionne. Et là, c'est comme si on avait tous les petits monstres qu'on a vus tout à l'heure, hein, qui vont jouer tous un rôle. Il y en a un qui va essayer de comprendre le contexte, qui va lui dire, mais ce message qui te l'a envoyé, c'est un ami à toi, c'est quelqu'un d'autre, ou est-ce c'est un message privé, ou c'est un message public qui a été porté? Et la clé, c'est surtout, est-ce que ce message, tu te sens mal vis-à-vis de ce message? Ouais. Quelle Est-ce que, émotion ça quelle génère? émotion? Est-ce que tu te sens mal vis-à-vis de ça? C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir des moteurs très sophistiqués pour analyser est-ce que c'est une cyberviolence, on va juste essayer de comprendre, comme je disais tout à l'heure, est-ce que ce message te fait souffrir? Et si le message te fait souffrir, là on va dire, écoute, est-ce que tu veux qu'on t'aide à parler à un adulte, un référent, un ami, le 3018, hein, je rappelle pour tout le Le monde, qui est le numéro. numéro du harcèlement, du cyberharcèlement, qui peut être contacté gratuitement et qui existe en France et pas forcément dans les autres pays, hein, c'est un truc, donc c'est important de le rappeler. Et l'idée, c'est que, mais on va aider le jeune à aller jusqu'au support. Parce que le problème du jeune, c'est j'ai vécu quelque chose, je comprends qu'il y a quelque chose qui me met mal à l'aise, mais le chemin pour aller apporter la parole à un service d'adulte même à un ami, etc., c'est un chemin qui est compliqué. Donc il a besoin de comprendre, de voir les stratégies, qu'est-ce qui se passe. Et donc ça, cet agent, il va gérer ça pour le jeune, voilà, tout au long de son parcours. Donc c'est ce qu'on est en train de développer. Et dans l'idée, l'agent, il intervient automatiquement tout seul, ou c'est le jeune qui doit le C'est le solliciter jeune quand qui le il a vu un sollicite. message? Ok. C'est le jeune qui le sollicite. Le problème d'automatiquement, c'est que vous voyez, par exemple, si vous recevez un message avec 2 points d'exclamation, Oui, il va réagir. je sais pas. Ouais, ouais. Moi, la seule chose, c'est que le jeune, lui, il sait si le message le menace. Et cet agent, qui s'appellera Monster Messenger, qui était c'était un nom qu'on avait sur un messenger qu'on avait créé en 2016. Cet agent, en fin de compte, il est là pour l'aider à faire des réponses. Donc, c'est pas un agent, on dit, t'as une cyberviolence, appelle-moi. Parce que sinon, il l'appellera jamais. Donc, Ouais. c'est un truc qui dit, je viens t'aider à faire les réponses, et c'est ça notre point d'entrée sur ce messenger. Donc ça, c'est la première partie du programme Stop Cyberviolence pour les primaires.
Donc là, j'ai parlé de la maternelle, j'ai parlé effectivement l'entrée au de l'arrivée collège. du premier téléphone Ouais. portable, etc. Et après, le troisième moment qui est important, c'est le moment où l'enfant va s'effondrer. Alors, l'objectif, c'est d'aller le plus tôt possible, avant qu'il s'effondre, surtout que le détecter tôt. Et pour le détecter tôt, dans le programme Stop Cyberviolence, on a développé un ensemble d'outils qui vont de la primaire à la terminale, qui sont des outils qui sont gratuits, qui sont mis à disposition des établissements scolaires qui veulent les déployer. Et donc ces outils, ça va être des petits modules. Il y a 4 petits modules qui couvrent l'exhaustivité des cyberviolences. C'est des modules de prévention que le jeune peut suivre, que les élèves peuvent suivre dans la classe, et que les enseignants aussi peuvent suivre pour savoir comment aborder le sujet en classe, et que les parents peuvent suivre pour savoir comment aborder les sujets à la maison. L'objectif de ces modules, c'est de couvrir, d'avoir un socle de référence commun entre l'élève, les parents et les enseignants. Parce qu'aujourd'hui, le monde numérique est arrivé un peu vite par rapport à nos principes pédagogiques. On est assez lent au niveau de l'évolution finalement pédagogique. On se réfère sur ce que nous disent nos parents, etc. Mais nos parents, en fin de compte, ils n'avaient pas forcément Internet et ces problématiques-là. Et donc, on n'a pas de cadre de référence. Donc là, l'objectif de ces modules, c'est, on sait que personne n'a beaucoup de temps, et donc on a essayé de prendre des 4 petits créneaux comme ça. Donc ça rentre dans un programme qui s'appelle phare, qui est un programme qui est déployé par un ministère. Et donc, on a pris 4 petits créneaux pour former l'ensemble des élèves à ce sujet. En même temps qu'on les forme, on leur demande, puisque c'est une formation qui est individuelle, hein, c'est pas, quand le jeune le suit, il le suit individuellement. Après, il y a un moment en classe qui est en groupe, mais le moment où il va être questionné, il va parler de façon individuelle. Quand on va le questionner, on va recueillir l'état des cyberviolences qu'il vit, parce qu'on lui pose des questions sur toutes les cyberviolences qu'il pourrait vivre. Et l'objectif qu'on a avec 2 laboratoires de recherche, donc un qui est au Canada, qui est l'Université de Montréal, parce que le programme se déploie au Québec et en France, j'ai oublié de le préciser, et un autre qui est en France, qui est le laboratoire EMA de CY Cergy Université. On va collecter ces données, créer un baromètre, déjà permettre à l'établissement de comprendre exactement qu'est-ce qui se passe à quel âge pour pouvoir faire des actions de prévention ciblées. Parce que vous voyez, des fois, les directeurs de primaire disent bon, non, il se passe pas grand-chose, mais finalement, c'est important qu'ils comprennent qu'est-ce que vivent les enfants pour pouvoir agir en prévention aussi. Et ce baromètre, ça va nous permettre aussi de suivre l'évolution des actions de prévention, de se dire est-ce que ce que je fais a un impact sur Donc, on va consolider ces informations et de pouvoir avoir aussi un baromètre à l'échelle nationale, comparé aussi avec le Québec, pour se dire est-ce qu'on est en train vraiment d'endiguer le fléau. Parce que si on veut combattre un fléau, il faut qu'on soit capable de savoir où on est et comment il évolue. C'est comme n'importe quel... Donc ça, c'est une partie du programme. La deuxième partie du programme, c'est qu'on propose tous les mois des ateliers d'approfondissement. Donc là, c'est avec un expert numérique de génération numérique et une psychologue des centres reliés. On va répondre aux questions des jeunes sur les problématiques qu'ils ont abordées sur le truc, de façon anonyme, parce que les jeunes ont besoin de ces espaces de recul pour parler de ces sujets-là. Ils en ont pas. Dans la classe, c'est bien pour parler, mais c'est pas l'endroit où je peux parler d'une situation que j'ai vécue. Hein. Je suis trop exposé. Donc on a cet espace mensuel où il y a un expert qui peut parler avec eux, etc. Et dans ces espaces, en même temps qu'on a les modules, on a mis des boutons pour automatiquement pouvoir soit contacter l'établissement et être appelé par l'établissement s'il y a quelque chose qu'on veut signaler, un bouton pour appeler le 3018 pour être accompagné, et puis un bouton pour pouvoir questionner le psychologue des centres reliés en cas de problème. Donc ça, c'est le programme Subsylvance dont le déploiement est en train de débuter là, le mois prochain. Il est en cours. Voilà, et on peut aller sur la plateforme Subsylvance, les parents peuvent y aller pour se former. Et j'ai une question par rapport à ça. Justement, là, on parle beaucoup de ceux qui sont harcelés, agressés. On demande aux jeunes quand est-ce qu'ils sont... mais qu'est-ce qu'on fait par rapport à ceux qui... Parce que ça reste des enfants et je pense que parfois, ils ne se rendent pas du tout compte de la portée de leurs paroles et de leurs actions. Est-ce qu'on agit aussi sur les harceleurs? Oui, alors dans le programme Subsylvance, l'agent que je vous ai présenté, c'est un agent qui conseille à la fois sur le message reçu, mais aussi sur le message envoyé, qui va regarder, qui va aider le jeune à avoir un petit peu de recul. C'est comme s'il y avait un petit parent qui était là à lui dire, écoute, je sais pas trop, etc. Un parent un peu expert, parce qu'il il brasse beaucoup de données scientifiques, connaît le sujet un peu mieux que nous, et donc il va juste le conseiller pour prendre le pas de recul, à la fois sur le message qu'il envoie et ce qu'il pourrait causer, et puis le message qu'il a reçu s'il est victime. Ou le message qu'il a vu s'il est témoin. Ça, c'est sûr.
Au niveau du programme Subsistance, il est ouvert, les ateliers avec les questions psy sont ouverts autant aux auteurs, aux témoins qu'aux victimes. C'est-à-dire que les gens peuvent venir questionner, parce que de toute façon, au début, le jeune comprend, il ne sait pas trop ce qui se passe dans la situation. Il y a un truc, il ne sait pas, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé dans les relations, donc on va expliquer tout ça. Donc ça nous permet de travailler ce sujet. C'est vrai que les petits accompagnements de groupe qu'on fait, c'est plutôt pour les victimes, parce qu'on ne peut pas les mélanger sur le traitement, etc. Et puis, c'est vrai que quand vous voyez par exemple quelqu'un à terre dans la rue qui s'est fait attaquer, vous n'allez pas courir derrière l'agresseur, vous allez d'abord vous occuper de la personne qui est à terre. Victime, parce que c'est elle qui est en situation, c'est elle qui va avoir des traumatismes sur le long terme, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est notre approche. Après, je vais réinsister sur un point, c'est vrai que je suis passé assez rapidement, mais on parle toujours de situations qui sont finalement en réaction à quelque chose qui s'est passé. Donc, par exemple, un enfant s'est effondré à un moment donné, il s'est passé quelque chose, je vais réagir, je mets en place une solution pour que ça se résolve. Et on se dit, ça y est, c'est résolu. En fin de compte, il faut vraiment complètement changer notre regard sur ces sujets de harcèlement et de cyberharcèlement. C'est tout un parcours de vie qui est jalonné depuis l'enfance à l'adolescence, etc., avec tout un tas d'éléments qui vont faire que l'enfant va vivre des traumatismes différents, va en parler des fois, pas en parler, etc. Et donc, ça ne s'arrête pas au moment de la résolution, ça continue, et ça a démarré bien avant. Donc, vous voyez, là, on a des solutions, on dit, c'est le rôle de l'école, c'est la faute de l'école, c'est tout, etc. Mais vous êtes un proviseur de collège, vous héritez de situations qui venaient du primaire, de la maternelle, il y a des choses qui existaient au sein de la cellule familiale, et il y a des choses qui existeront après le truc. Donc, c'est beaucoup plus complexe. C'est complexe, et c'est un rôle d'adulte avec un S. C'est tous ensemble qu'on doit tous agir pendant tout le parcours de vie du jeune, pour qu'il sente que derrière, il y a toujours des gens qui sont là pour lui, les parents bien sûr, mais aussi l'ensemble des adultes pour l'aider. Et il y a plein de ressources autour de lui. Je vais revenir maintenant au quatrième moment. Dernier moment. Ouais, le dernier moment, en fin de compte, c'est le moment d'entrer dans l'emploi. Alors, pourquoi c'est un moment important? C'est que, vous voyez, un jeune, par exemple, qui a été victime de harcèlement ou de cyberharcèlement, il va pouvoir parcourir sa scolarité. Des fois, il s'enferme sur le travail. Donc, vous avez des jeunes qui sont brillants, etc., mais ils sont brillants parce que, quelque part, on dit c'est des no-life, ils n'ont pas de vie sociale, etc., mais en fin de compte, c'est que la vie sociale ne leur était pas ouverte. Ouais. Et donc, ils vont surperformer à l'école, et arrive un moment où ils rentrent dans le monde du travail. Et quand ils rentrent dans le monde du travail, ce qui va se passer, c'est que les statistiques montrent qu'ils mettent 2 fois plus de temps à rentrer dans le monde du travail, et pour 40% d'entre eux, ils ont du mal à avoir un entretien d'évaluation. On leur dit 3 choses dans l'entrée dans le monde du travail. On leur dit, tu vas faire un bilan de compétences, tu vas être évalué. Tu fais un CV, tu vas être évalué sur ce que tu es. Et eux, dans tout leur parcours, on les a sous-estimés, d'évaluer, etc. Donc, ils n'ont pas envie d'être évalués, et ils ont peur qu'en envoyant leur CV, on leur dise t'es nul, sur un truc, etc., t'es un imposteur, t'es passé à travers des trucs, etc. Et donc, ils vont avoir des stratégies, des fois complètes. Alors, déjà, ils vont avoir des fois des phobies pour aller dans l'entretien, en disant je vais être évalué, etc. Des fois, ils vont choisir des postes sous-qualifiés, parce qu'ils se disent au moins je suis sûr d'être pris. Ce qui fait, et des fois, ils ne sont pas pris parce qu'ils arrivent avec des trucs, on dit mais je ne comprends pas. Tu vas être là, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'il y a, c'est qu'ils vont rentrer en entreprise, mais ils vont réintégrer un groupe. Et là, ils disent, mais attends, qu'est-ce qui m'assure que les mécanismes de groupe que j'ai vus en milieu scolaire, et comme je suis empathique, j'ai tous compris, je ne vais pas avoir les mêmes en entreprise. Le problème, c'est qu'ils ont raison. Souvent, ça recommence. Ça recommence, c'est le même sujet. Et donc, ils vont aller en se disant, vous voyez, quand vous dites, on est une équipe super cool, ça va être simple, etc. Ils se disent, attends, je ne vais pas rentrer dans ce truc-là, je retourne dans ce truc-là, j'ai peur de ça. La troisième chose qui est importante pour eux, c'est qu'ils se disent, l'établissement scolaire, ma famille n'a pas su me protéger. Alors des fois c'est inconscient, c'est-à-dire qu'ils ne les a peut-être pas sollicités, ou ils n'ont pas vu, ils n'ont pas eu le temps de voir, etc. Mais il se dit, mais est-ce que l'entreprise va me protéger? Est-ce qu'elle assurera le fait qu'elle créera le cadre pour pas que je sois exposé? Et ils n'ont pas tort. L'entreprise a du mal à créer, enfin, c'est pas toutes les entreprises, ils ont du mal à créer un cadre, etc. Et donc le point, c'est qu'ils ont ces 3 éléments-là qui fait qu'ils ont un parcours d'emploi, des fois qui crée des phobies d'entrée dans l'emploi, avec un risque de décrochage et de marginalisation qui est très important.
Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté un partenariat avec France Travail. Donc là, on commence en Île-de-France et puis on est en train de l'étendre après dans les autres territoires. Où, par exemple, en Île-de-France, les 1000 conseillers France Travail, quand ils proposent aux jeunes des ateliers qu'on a montés, qui sont des ateliers autour de la relation aux autres en entreprise. Donc, on n'est pas rentré en disant « t'as vécu du harcèlement, viens », parce que c'est pas comme ça qu'on peut rentrer. Donc, on est rentré sur la question des relations en entreprise pour justement essayer à la fois d'expliquer aux jeunes ce qui se passe. Donc, c'est toujours des webinaires qui sont... on est masqué, on peut dire ce qu'on veut, et on est en dehors du flux d'entrée dans l'emploi. Et dans ces webinaires, l'idée, c'est qu'il y a à la fois des entreprises recruteuses et puis des psychologues de l'association. Et l'idée, c'est de faire un travail à deux niveaux. C'est premièrement d'essayer de travailler cette compréhension de la relation d'entreprise et puis d'avoir effectivement un intervenant qui explique que c'est pas parfait, mais en même temps, il y a un travail qui est fait dans ces relations pour que ça le familiarise à cette nouvelle-là. Et puis aussi pour l'entreprise, de comprendre l'appréhension du jeune. Parce qu'aujourd'hui, quand on passe à l'entretien, on dit « mais je comprends pas, il arrive, il a peur, il tremble, il n'ose pas envoyer sa lettre, il sous-valorise dans son CV, il met pas en avant ce qu'il vaut, etc. » C'est un truc. Mais il faut qu'il comprenne pourquoi le jeune fait ça, parce que ce jeune a des qualités incroyables, une bienveillance, une empathie, etc. Et là, il est en train de ne pas l'apporter à la société parce qu'il va avoir ce truc. Et donc voilà, ça c'est le travail qu'on fait sur ça. Donc on a ces ateliers-là, on a aussi des petits groupes aussi pour que les jeunes puissent approfondir des notions autour de la relation à l'autre. Donc ça c'est hebdomadaire. Et puis on travaille aussi avec les conseillers, les psychologues du travail de France Travail. Alors, on travaille aussi avec les services civiques d'Unicité et avec la Dragès là, en Ile-de-France sur les services civiques, parce que effectivement des jeunes qui ont choisi les services civiques, souvent c'est des jeunes qui voulaient temporiser avant d'entrer dans l'emploi ou qui étaient en décrochage, etc. Et donc on les accompagne dans leur parcours d'avenir avec cette brique de relation à l'autre. Donc ça nous permet d'accompagner de la maternelle à l'âge adulte. À l'âge adulte, le jeune à l'entrée dans le professionnel. Et justement, on voit quand même que, contrairement à ce qu'on pense, effectivement, ce que vous disiez, on est tous persuadés que c'est à un moment donné, et si on résout la chose, après, ça disparaît. Mais en fait, on se rend compte quand même que ça suit jusqu'à l'âge adulte et l'entrée dans l'emploi. S'il y a des gens qui ont envie d'aider l'association, est-ce qu'il y a des choses, si on n'est pas psychologue ou expert, est-ce qu'on peut faire des choses pour aider justement toutes ces actions? Plein de choses à faire, donc vous n'hésitez pas à venir. Déjà, il y a vraiment des centaines de gens que je remercie aujourd'hui qui ont construit ce projet, qui ont participé, etc. La première chose que vous pouvez faire déjà à titre personnel, c'est vraiment de dialoguer avec vos enfants. Ça vous nous aider parce que c'est important. Aussi, vous avez vraiment à disposition ces webinaires pour vous renseigner, comprendre. En fin de compte, là, c'est gratuit, il y en a plusieurs par semaine, vous vous inscrivez, c'est en visio, c'est très facile. Alors, on va rappeler toutes les différentes adresses. Voilà. Alors, Centre Relié. Centre Relié, ça c'est vraiment le point d'entrée, etc. L'école des réseaux sociaux, qu'on a vu tout à l'heure. Stop Cyberviolence, donc c'est stopcyberviolence.org, je vous mettrai le lien pour former aux cyberviolences, etc. Et puis Monster Moods, on n'a pas encore fait le jeu arrive dans les écoles. Il arrive dans les écoles prochainement, mais on va faire effectivement, on fera une campagne participative autour du sujet. Et si vous avez envie de participer, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. On a souvent besoin d'intervenants pour les plateformes pour venir parler avec les jeunes. Donc ça peut être des intervenants qui veulent intervenir avec des niveaux primaires, collège, lycée, ou sur l'entrée dans l'emploi pour parler justement du monde de l'entreprise, des relations d'entreprise, etc. Donc là, vraiment, vous pouvez venir participer en faisant ce travail-là. Après, on a, s'il y a des gens qui développent, etc., sur le truc, on travaille avec le collectif Data for Good, c'est des data scientists qui nous aident à monter les baromètres, à travailler sur le chatbot, etc. Donc si ça vous intéresse, vraiment, vous êtes les bienvenus. On a aussi toute une équipe qui travaille sur la plateforme avec le groupe Aztec en particulier, qui est une société de services qui nous met à disposition des experts qui nous aident à développer en mécénat de compétences. Donc là, on a beaucoup de missions. Alors, on est sur la plateforme Vendredi, maintenant qui s'appelle Commit. Oui. Donc, il y a beaucoup de missions qui sont mises. Donc, vous pouvez attraper une mission et venir travailler quelques jours avec nous sur un sujet, sur Google Ads, pour nous aider à faire de la com, pour
on est preneur de plein Donc, d'acteurs. Commit, c'est C-O... Alors, c'est Ah, K-O, bah, je commence mal. K-O-M-E-E-T, c'est pas Ok, simple. Avant, c'était vendredi, ouais, comme le jour.cc, mais ils ont fusionné avec ok. cette plateforme. Et Donc, Commit, et là où il y a toutes les annonces et il y a on les peut annonces centres choisir. reliés, Ok, voilà, super. etc. Et puis après, voilà, si on recrute une psychologue, donc s'il y a des gens qui connaissent une psychologue qui veut venir travailler avec nous, on est en train de recruter. Et puis voilà, si vous avez envie de nous aider, on a beaucoup de partenaires qui travaillent sur le projet, voilà, qui accèdent aux écoles, qui veulent proposer de déployer les écoles. Vous pouvez aussi nous aider en parlant de ces outils dans vos écoles. Oui. Donc ça, c'est important. Là, on va monter une campagne avec les fédérations de parents d'élèves pour que les parents d'élèves nous aident à être ambassadeurs dans les écoles, parce que c'est compliqué de trouver la bonne personne dans l'école, et juste pour vous envoyer cet élément-là. Voilà. Donc plein de façons d'aider sur ce beau projet. Bon, ben voilà, on va mettre tous les liens dans les commentaires, comme ça vous pourrez y aller et aider, parce que je pense que c'est un sujet qui concerne tout le monde, malheureusement, et c'est vrai que l'ère du numérique a accéléré un peu Ah oui. les violences verbales et physiques. Oui, oui, avec un impact sur la santé mentale qui est aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quand même, quand on génère de l'anxiété, qu'on a cette hypervigilance du jeune sur un truc, et ben ça fait qu'effectivement sa santé mentale se dégrade. Et juste pour les parents, faut bien comprendre, parce qu'on en parle beaucoup comme ça de la santé, mais quand le cerveau se dégrade, c'est très très long à réparer. C'est plus long que les blessures qui peuvent se faire à l'extérieur, physique. Donc vraiment, cette hygiène de santé mentale, pour qu'il y ait des pauses, qu'il y ait des endroits où on arrête, qu'on montre aussi l'exemple en tant que parent. De ne pas être tout le temps avec nos téléphones. Voilà, ça, c'est vraiment, vraiment clé. Un dernier mot pour la fin. Quel conseil vous pourriez donner aux parents? Parce que c'est vrai que tous les parents, on est tous un peu démunis quand même face à ce sujet. Donc déjà, parce que pour certains, nous, on n'a pas grandi avec les réseaux sociaux. Ils sont arrivés, on était déjà bien quasi adultes pour certains. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait passer comme je pense conseil? Un conseil simple, moi je le fais avec mes enfants, hein, je leur rappelle que voilà, on vit dans un monde où les gens sont plutôt gentils, ils s'entraident. Il n'y a pas des gens qui s'étranglent en bas de la rue, un truc comme ça, parce qu'ils sont quand même dans un monde numérique où ils passent. Aujourd'hui, vous voyez, les gens disent qu'on n'est plus déconnectés, ils sont tout le temps connectés. Et donc, ils ont un flux d'informations assez négative sur la société. Et ça leur donne une vision altérée du monde qui les entoure. Et je pense qu'en tant que parents, faut à la fois leur montrer, leur dire, leur montrer, leur démontrer que y a des gens qui s'aiment, qui s'entraident, qui sont heureux, qui sont pas tous avec des enjeux cachés, etc. Parce que sinon, effectivement, le jeune, comme c'est son univers qui devient son cadre éducatif, il finit par avoir des convictions qui vont complètement le désorienter dans ses parcours, se dire que ça vaut pas la peine. Vous voyez, il entend que ça va être la guerre, qu'il va y avoir une autre pandémie, que machin, etc. Et c'est en boucle. Comme en plus, il n'y a pas de futur. En fait, le futur n'a pas beaucoup d'intérêt. Comme en plus, maintenant, le terrain de jeu politique, c'est devenu les TikTok, les, comme ça, les endroits où sont les jeunes. En fin de compte, ils absorbent une quantité d'informations, etc., qui leur permettent pas d'avoir une vision positive du monde, alors que eux, moi j'ai vraiment confiance dans leur capacité à trouver des modèles, à inventer des choses, etc. Mais il faut qu'ils aient envie, qu'ils voient que tout ça. Et des fois, c'est tout simple, c'est de leur montrer. Moi, c'est ce que je fais avec les enfants. Je leur dis, regardez, tu vois, les voisins, tu les vois, je les ai pas vus s'entretuer, ils sont sympas. gentils, ils sont sympas. Tu vois, ils nous disent bonjour. On mange avec des gens, on se dit bonjour, etc. Moi, ce qui n'est pas tout le temps le cas. mais en fait, voilà, c'est ça. En tout cas, voilà, mon conseil, c'est de les ramener sur des choses simples, leur montrer que voilà, que ça existe, et de contrebalancer sur un truc, et de beaucoup dialoguer, quoi. C'est vraiment important. Eh ben, merci beaucoup, Daniel. Merci, Emmanuel, de m'avoir invité. Et donc, on va vous mettre tous les liens, je répète, mais comme ça, on pourra essayer de soutenir. Merci. Et ben, à bientôt. À bientôt, Emmanuel.